des hommes, des femmes et des empires. Une série de podcasts proposés par la Fondation Napoléon. Charles-Frédéric Worth à Paris, aux origines de la haute couture. Printemps 1860, Paris, 7 rue de la Paix. Alors que son mari, le dramaturge Octave Feuillet, cherche à se gagner les faveurs de Napoléon III, Valérie Feuillet écrit à sa vieille nourrice restée à Saint-Lô, en Normandie. « Ma chère bonne Victoire, je vais à la cour ce soir. Es-tu fière de ta fille ? Ta fille est fière aussi, mais elle a des remords. Figure-toi que je suis sur pied depuis 4 heures du matin pour me faire une toilette. La première était manquée. Elle était de Madame Barène, qui habille le faubourg Saint-Germain. Mais la veille du grand jour à 11 heures du soir, sa robe était un fourreau de douairière enrubanné comme une quenouille dans laquelle j'aurais rougi d'entrer. Que faire ? Me voilà pleurant, refusant de me coucher, rêvant au moyen d'organiser en quelques heures une toilette nouvelle. Ce matin, je me jetais dans le premier fiacre matinal descendant vers Paris, rue de la Paix, et je t'écris de chez le couturier, car c'est un homme maintenant qui habille les femmes à la mode. Cette folie va me coûter les yeux de la tête. Avec l'argent que je sèmerai là, j'aurai une maison pour tes vieux jours. Voilà qui empoisonne ma joie, ma gloire et le reste. Premier essai. Si tu savais comme elle est jolie, cette robe. C'est une robe de soie lilas, couverte de fronces de tulle de même nuance, dans lesquelles se noieraient des touffes de muguet, un voile de tulle blanc jeté comme un nuage sur les fronces et sur les fleurs, enfin une ceinture avec des bouts flottants, rappelant les guides du char de Vénus. C'est un bouquet. Et puis elle a une traîne que je vois fuir derrière moi et qui fait un délicieux froufrou. Dieu veuille que je ne marche pas dans cette traîne en saluant l'empereur. Voilà qui serait affreux. Monsieur Worth, c'est le nom du couturier, me rassure et me dit que je me tirerai très bien d'affaire. Il est très aimable, ce Worth. Tu saurais qu'il me fait beaucoup de compliments, qu'il est très heureux de m'habiller, parce que, dit-il, j'ai du chic. Chic est un mot que tu n'as peut-être jamais entendu. Cela veut dire élégance personnelle, élégance ayant une physionomie. Je t'expliquerai cela quand je serai de retour dans notre Normandie. Voilà que l'on me réclame pour le second essayage. Décidément, c'est une tyrannique, le monde. Le soir du bal, l'impératrice Eugénie s'arrête devant Valérie Feuillet. Elle la regarde, lui parle aimablement de ses enfants, enfin lui fait des compliments sur sa toilette. « Vous me direz le nom de votre couturière ?» Madame, c'est un homme, un Anglais. Ah, et on l'appelle ? Worth, madame, il est depuis peu de temps à Paris. Quelques mois plus tard, l'épouse du dramaturge se rend de nouveau chez Worth en vue d'un bal masqué. Mais peu après, elle choisira de ne plus se présenter à la cour pour ne pas dilapider l'argent du couple. Car au dire de Pauline de Metternich, l'épouse de l'ambassadeur d'Autriche en France, qui joua un rôle essentiel dans le lancement du couturier et l'introduisit auprès de l'impératrice, Worth était cher, horriblement cher, monstrueusement cher. Néanmoins, ce dernier, étoile au firmament de la mode, toujours selon Pauline de Metternich, fera rapidement son chemin auprès d'Eugénie, et en 1865, il en devient le fournisseur attitré. 3 ans plus tard, en décembre 1868, soucieux de promouvoir et de défendre les intérêts de sa profession naissante, Charles-Frédéric Worth fonde la Chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes, qui aura pour mission de protéger les créations originales des copies et contrefaçons. Ce jour-là, la grande couture parisienne, appelée plus tard haute couture, est née, à l'initiative d'un Anglais aussi doué qu'excentrique. Mais qui était donc Charles Frederick Worth, devenu à Paris Monsieur Worth? Charles Frederick Worth est né à Bourne, une petite ville anglaise située au nord-est de Birmingham, en octobre 1825. Son père est notaire,
sa mère, issue d'une famille aisée de la ville, ne travaille pas. Le couple a 5 enfants et Charles Frederick est le dernier. Une dizaine d'années après sa naissance, l'équilibre familial se rompt. Joueur compulsif et alcoolique, délaissant son étude notariale, son père William fait faillite en 1836, abandonnant femme et enfants. Pour subvenir aux besoins de sa famille, la mère de Charles Frederick se place comme gouvernante chez des cousins fortunés, tandis que l'enfant qui sait lire et écrire et s'exprime en bon anglais est mis au travail chez un imprimeur de la ville. Mais il s'y ennuie, ne supporte pas l'atmosphère de la ville où son histoire est connue, et il ne rêve que de partir pour Londres. À l'âge de 12 ans, grâce au soutien financier de sa mère, il s'y installe et entre chez Swan & Edgar, une maison de nouveautés située Regent Street, une artère commerçante du West End. Il y restera 7 ans. Employé aux écritures et à la comptabilité, Charles Frederick Worth y sera aussi vendeur de rubans et de dentelles. C'est là qu'il se découvre une passion pour l'univers des tissus et des vêtements qui le conduit à donner ses conseils aux clientes tant son coup d'œil est bon. Durant ses heures de liberté, Charles Frederick Worth se rend souvent à la Royal Academy of Arts. Il y apprécie les peintres italiens, flamands et hollandais qui constitueront autant de sources d'inspiration pour ses modèles à venir. Et à Rembrandt, il empruntera son béret de velours qui, à l'heure de la célébrité, ne le quittera plus. En mars 1895, à sa mort, la presse parisienne rappellera que le maître, comme on l'appelait alors, avait une manière à lui de s'habiller. Ses goûts étaient absolument personnels. Il était vêtu d'une longue houppelande souple doublée de soie, sorte de robe de chambre, telle qu'on en voit dans les tableaux du XVIIIe siècle. Son crâne chauve était recouvert d'un large béret de velours noir, ses doigts chargés de pierreries. Cette tenue de dandy est à noter. En arborant un style qui lui était propre, on dirait aujourd'hui un look, Charles Frederick Worth se singularisait pour mieux marquer les esprits et affirmer haut et fort qu'il n'était pas un artisan, mais bien un créateur, un artiste, bohème avant l'heure. Au printemps 1846, Worth débarque à Paris avec 117 francs en poche, un peu moins de 400 € actuels, et sans parler français. Depuis le XVIIIe siècle, dans le sillage de la cour de Versailles, Paris cultive le goût des tissus précieux provenant le plus souvent des fabriques lyonnaises et un vif intérêt pour les modes vestimentaires. C'est en effet dans la capitale française qu'ont émergé les premières boutiques de mode. Celle de Rose Bertin, qui surnommée ministre des Modes par Marie-Antoinette, a ouvert son enseigne en 1770 rue du Faubourg Saint-Honoré, et plus tard celle de Louis-Hippolyte Leroy, qui en 1804 fournira à Joséphine de Beauharnais le somptueux vêtement de son couronnement à Notre-Dame, immortalisé par le tableau de David. Au milieu du XIXe siècle, la ville lumière est connue pour l'élégance enjouée de ses magasins de tissus, de rubans et de dentelles qui contrastent avec l'austérité de la mode victorienne. Et en cela aussi, elle attire comme un aimant le jeune homme ambitieux. Worth est d'abord embauché pour un salaire très modeste dans les magasins de la ville de Paris, une boutique de nouveautés, où, homme à tout faire, il est chargé de ranger les marchandises, de dépoussiérer les rayons, de balayer les sols, avant d'accueillir les clientes. Il y reste 1 an, de quoi apprendre le français, puis entre comme commis chez Gagelin au Piget. La boutique située rue de Richelieu vend des étoffes de soie, des châles de cachemire, des dentelles, mais aussi des confections, à savoir des robes de bal, des robes de mariée et des manteaux tout faits. 2 fois par an, en mars et en septembre, les nouveaux modèles sont présentés à la boutique. Ils sont aussi diffusés dans la presse sous la forme de gravures représentant des figurines portant les dites toilettes. Chez Gagelin au Piget, Charles Frederick Worth gagne en expérience, et en 7 ans, il se hisse au rang d'associé. Il commence alors à proposer aux clientes du magasin des modèles de robes qu'il a lui-même dessinés, conçus et fait confectionner. Il est convaincu que le nouveau régime né du coup d'État du 2 décembre 1851 sera propice aux affaires, à l'essor de la consommation et à celui du luxe. Devenu empereur, Napoléon III, influencé par la pensée saint-simonienne, soutient le développement économique. Il favorise la modernisation bancaire et commerciale. Il encourage l'innovation technique et la révolution des transports, qui, à ses yeux, constituent autant de gages de progrès et de croissance, et bientôt débute une période de prospérité marquée par la hausse globale du niveau de vie de la population et l'enrichissement des nouvelles élites bourgeoises. Les grands magasins, dont le Bon Marché,
s'érige en véritable lieu de tentation, offrant à des clients aisés toujours plus de nouveautés, qu'il s'agisse de tissus, de dentelles, de châles, de gants et de confections toutes prêtes. Quant à la cour autour d'Eugénie de Montijo, devenue impératrice en janvier 1853, elle se livre à une vie mondaine trépidante, faite de grands bals costumés, d'extravagants dîners de gala, de réceptions musicales, de chasses à cour. Or, à l'heure de la fête impériale, le vêtement qui profite des progrès des métiers à tisser et du perfectionnement de la machine à coudre redevient bientôt, comme sous le Premier Empire, un marqueur de goût autant que de richesse. Il était en effet d'usage de ne jamais se représenter à la cour en ayant porté 2 fois la même toilette. En 1855, le régime gagne encore en face avec l'Exposition universelle qui se tient à Paris entre mai et septembre et accueillera plus de 5 millions de visiteurs, dont de nombreux étrangers. Vaste opération de prestige, elle est une vitrine pour le savoir-faire français, dont sa mode. Worth rapportera. J'étais encore à cette époque dans la maison Gagelin. J'envoyais une traîne de cour en moire antique blanche, dont l'étoffe disparaissait presque entièrement sous une broderie de fils d'or et de perles que j'avais dessinée moi-même. Cette broderie figurait une série de volants en dentelle d'or, se développant en forme d'éventail. Bien que payer 5000 francs pour une robe fût considéré alors comme une extravagance, le prix de cette traîne était estimé à 30 000 francs. Après la clôture de l'exposition, je la fis porter aux Tuileries, avec la permission de l'empereur, attendu qu'il était question de la faire acheter au compte de l'État pour la mettre au Conservatoire des Arts et Métiers. L'empereur tomba en admiration devant le travail, mais pendant son examen survint le chambellan Batchocchi, qui s'écria « On a introduit une fleur de lys dans le dessin de la broderie ». Ce n'était pas exact. Il n'y avait pas de fleur de lys. Mais comme le travail était de style Renaissance, quelques-uns des entrelacements pouvaient avoir quelque ressemblance avec l'emblème des Bourbons. Toujours est-il que l'observation de M. Batchocchi coupa court au projet que pouvait avoir l'empereur d'acheter la traîne. Malgré cette première déception, le succès que Worth rencontre chez Gagelin le convainc que la confection des robes de jour et de bal a un bel avenir dans les maisons de nouveautés. Mais ses associés hésitent. Devant leur réticence, Frédéric Charles Worth décide alors de prendre son envol et de créer sa maison de mode. Les fonds lui manquant, il s'associe au Suédois Otto Gustav Boberg. Ce dernier, lui aussi, a d'abord été comptable avant de se passionner pour les vêtements et de devenir, comme Worth, premier commis à Paris d'un magasin de nouveautés. Les 2 hommes se sont rencontrés en 1855. Était-ce durant l'exposition universelle? L'hypothèse est plausible. Quoi qu'il en soit, en avril 1858, ils fondent ensemble une société en nom collectif ayant pour objet le commerce de soieries, de dentelles, de cachemire et fourrures, et la confection de robes et de manteaux pour dames. À Boberg reviendront la gestion, la logistique et le choix des fournisseurs. À Worth, la conception des modèles et leur réalisation. Dans cette nouvelle aventure qui prend forme, Charles-Frédéric Worth peut compter sur Marie-Augustine Vernet, qu'il a rencontrée chez Gagelin, elle y était demoiselle de magasin, c'est-à-dire vendeuse, et qu'il a épousée en juin 1851. Née comme lui en 1825, elle est la fille d'un collecteur d'impôts de province. De cette union naîtront 2 garçons, Gaston Lucien en 1853 et Jean-Philippe en 1856. Marie-Augustine Worth a reçu une bonne éducation qui lui sera utile dans ses contacts avec les clientes, car non seulement la jeune femme soutient son mari dans son projet, mais en portant les vêtements créés par Charles-Frédéric, elle se fait sosie, ou comme on le dit aujourd'hui, mannequin. C'est une innovation majeure dans l'industrie de la mode, car jusque-là on ne recourait qu'à des figurines de papier ou de tissu pour présenter les modèles. De sa mère, Jean-Philippe Worth écrira plus tard dans ses mémoires « Au début, elle fut l'inspiratrice de mon père, et à la fin, la célébrité de la boutique. Aucune cliente ne l'a jamais traité comme un fournisseur. Beaucoup, enchantés par sa grâce et son charme, prétendaient être son ami. » Grâce à Marie-Augustine, le jeune homme s'ancre un peu plus dans son pays d'adoption, qu'il ne quittera plus. S'il parlera toujours le français avec un accent prononcé, Charles-Frédéric Worth aima passionnément la France, en vrai patriote, comme le souligne plus d'une fois la presse de l'époque. L'adresse choisie pour installer la boutique au 7 rue de la Paix est judicieuse, car si le magasin n'occupe encore que le premier étage du bâtiment, la rue de la Paix, dont Napoléon voulait faire la plus belle de Paris, commence à tenir ses promesses. Worth et Boberg y rejoignent Guerlain.
Installé au numéro 15 depuis 1840, le parfumeur a créé pour Eugénie, à l'occasion de son mariage avec Napoléon III, un flacon aux abeilles, devenu célèbre, qui n'est pas sans rappeler les somptueuses robes à panier alors à la mode. Couture et parfumerie marchent déjà de pair. Pour se faire connaître, Vort et Boberg recourent à des annonces dans les journaux parisiens. On lit ainsi à la mi-avril 1859. À l'occasion de la nouvelle saison, il est de notre devoir de rappeler aux dames élégantes que la maison Vort et Boberg, dont la vogue a été si grande cet hiver et dont les robes et les manteaux ont obtenu tant de succès, s'est préoccupée du printemps. Indépendamment de charmantes nouveautés qui sont la propriété de messieurs Vort et Boberg, il faut signaler un paletot à double face, d'une grâce et d'une commodité incomparables. Ce nouveau vêtement fera fureur à la campagne et aux eaux. Les villes d'eau étant alors très appréciées des élites du nouveau régime. Un an plus tard, le succès est tel que la boutique gagne les étages supérieurs du bâtiment, sur rue comme sur cour, et qu'elle emploie déjà près de 700 employés, commis, couturières et demoiselles de magasin, dont un grand nombre sont anglophones. À cette date, Charles-Frédéric Vort a déjà fait le choix de proposer 2 collections par an et de ne confectionner que des robes coûteuses, coupées dans des tissus de prix, à destination d'une clientèle sélecte, française mais également internationale, laquelle découvre les modèles sur les sosies qui les portent. C'est ainsi que grandes bourgeoises, aristocrates, célébrités mondaines du tout Paris, épouses et filles de banquiers et d'hommes d'affaires, se pressent rue de la Paix pour y trouver leur bonheur vestimentaire. Car ici réside une autre innovation clé de Charles-Frédéric Vort. Jusque-là, les couturières n'étaient payées que pour leur travail à façon. On leur fournissait les étoffes et, modestement rétribuées, elles obéissaient aux demandes, voire aux caprices de leurs clientes en se rendant chez ces dernières. Désormais, à l'exception de l'impératrice et de quelques princesses d'Europe à qui sont envoyés les vêtements confectionnés, ce sont les clientes qui se rendent dans les ateliers du maître. Elles s'y voient proposer les robes et les manteaux dont le couturier a choisi les tissus, qu'il a conçus, fait faire et qu'il adapte et ajuste sur elles en un seul essayage. À partir de 1867, pour éviter les contrefaçons, toutes les créations de Vort porteront sa signature cousue dans un petit carré de tissu placé à l'intérieur du vêtement. Comme un peintre signe ses toiles, Vort marque ses vêtements. La griffe du couturier est née. Cet insolent succès ne tarde pas à lui valoir des attaques dans la presse. En juillet 1860, dans Le Monde illustré, Vort fait l'objet de commentaires caustiques. Et si son nom n'est pas mentionné, sans doute pour éviter tout procès en diffamation, il n'en est pas moins clairement identifiable. Aujourd'hui, nous pouvons hasarder un autre néologisme, il s'agit des hommes couturiers. C'est le masculin de couturière. Et nous ne saurions comment désigner en un seul mot cette profession nouvelle du sexe fort. Oui, monsieur, car vous, madame, bien certainement vous le saviez, Paris possède maintenant des couturiers. Ce sont des tailleurs pour femmes. Non pas spécialement en fait d'Amazon, mais pour les robes du matin et du soir, pour les robes décolletées. Et il est, paraît-il, des hommes qui permettent à leurs femmes de s'adresser à ces industriels révolutionnaires. La chose signalée dans sa nouveauté et son inconvenance, je coupe court à tout commentaire, et laisse à chacun le soin de les déduire du fait. Si l'accusation est claire, le couturier, par sa proximité physique avec ses clientes, frise l'indécence et choque la morale, elle ratera sa cible. La présence de Marie Vort aux essayages rassure les clientes, et le talent de Charles-Frédéric fait bientôt le reste. Le couturier compte dans sa clientèle les noms les plus en vue du régime, dont ceux de Pauline de Metternich, de la princesse Mathilde, de la duchesse de Morny et bientôt celui de l'impératrice elle-même. Des années durant, Eugénie est restée fidèle aux couturières qui avaient composé son trousseau de mariage, mesdames Palmyre et Vignon. En outre, selon le fils de Charles-Frédéric Vort, On peut même dire qu'elle était réfractaire à toute innovation en matière de vêtements. et à l'hiver 1861-62, le couturier se heurte encore aux réticences de la jeune impératrice, qui ne veut pas se transformer en égérie de mode. La première de mes créations que je soumis à l'impératrice était une robe de ville en taffetas gris, garnie de rubans de velours noir, jupe et jaquette faites pour aller ensemble. C'était alors une nouveauté, bien que ce soit devenu depuis chose banale. L'impératrice l'admira beaucoup. « Mais, monsieur Vort, me dit-elle,
Je n'aimerais pas à me montrer en public dans un costume si nouveau. Je dois attendre qu'il ait été porté par quelqu'un d'autre. Dans ma position, je ne puis faire la mode. Je dois me contenter de la suivre. » En conséquence, la comtesse de Pourtalès prit le vêtement. Ce fut seulement 6 mois après que j'en fis une exactement semblable à l'impératrice qui la porta aux courses de Vincennes. Je lui fournis en même temps une robe d'intérieur en moire noire antique, coupe princesse, c'est-à-dire jupe et corsage d'une seule pièce, la première qui ait été faite de ce genre. Mais Eugénie finit par être séduite par le talent de Vort, et l'impératrice se ralliera de plus en plus souvent aux avis du couturier artiste. Un de ses anciens domestiques rapportera plus tard dans la presse parisienne: Vort était admis aux Tuileries chaque fois qu'il avait quelque nouveauté à soumettre à l'impératrice. Il venait généralement dans la matinée, et faisant étaler dans la chambre de toilette de l'impératrice les étoffes et les différents modèles qu'il apportait, il se retirait, laissant une de ses premières chargée de donner toutes les explications nécessaires. La plupart du temps, l'impératrice, qui elle-même avait beaucoup de goût, le faisait appeler et s'entretenait avec lui des différentes combinaisons qui lui étaient soumises. Mais Vort ne voulait jamais démordre de ses idées, et il était à peu près impossible d'obtenir de lui une modification ou un changement. La plupart du temps, c'était la souveraine qui cédait. L'engouement de l'impératrice pour les créations du maître qui conçoit pour elle parmi ses plus belles pièces se traduit par des achats de plus en plus nombreux pour des montants faramineux qui vaudront bientôt à Eugénie les surnoms peu amènes de Falba la première ou de Fée Chiffon. Au fil de ses collections, 2 fois par an, Vort impose son style. Ses robes aux tombées impeccables sont faites de brocart de soie et de velours aux couleurs chatoyantes. Les tissus sont rehaussés de volants, de dentelles froncées, de voiles de tulle, parés de broderies d'or, d'argent et de perles. Les ceintures de passementerie sont ajustées à la taille. Cette splendeur séduit non seulement l'impératrice, mais aussi d'autres têtes couronnées d'Europe, comme Sissi, Élisabeth d'Autriche, et par la suite de richissimes américaines. Charles-Frédéric Vort pèse aussi sur l'évolution de la mode elle-même. Durant ses premières années, il est un adepte des robes à crinoline, sorte de cage formée de cerceaux métalliques qui donne aux jupes un volume surdimensionné et qui a fait son apparition dans la mode en 1856. Il explique dans ses souvenirs: La jupe à cerceau fut inventée pour l'impératrice, pour dissimuler l'approche de la naissance du prince impérial. Et la mode en fut adoptée par la reine Victoria, qui attendait de son côté la naissance de la princesse Béatrice. L'ampleur donnée aux jupes par cette nouvelle invention est inimaginable. Il fallait employer 10 largeurs de satin ou de velours pour la jupe la plus simple. Avec les étoffes légères qui comportaient des volants, des ruchers, etc., nous hésitions à promettre de tirer 2 robes d'une pièce de 60 mètres avant d'avoir fait la première. Il m'arriva une fois de faire une robe qui prit 100 mètres de soie. C'était un taffetas glacé à 3 teintes purpurines allant du lilas foncé au violet clair. La jupe était entièrement couverte de gros ruchers dans 3 teintes. Une fois achevée, la robe ressemblait à un énorme bouquet de violettes. Dévoreuse de tissu, donc extrêmement chère, la robe à crinoline circulaire est encombrante et elle finit par donner aux femmes une allure empesée. Aussi, vers 1867-68, Vort lui substitue la tournure, qui, montée sur une robe droite, ne donne du volume qu'à l'arrière. Il invente aussi la silhouette dite princesse. Désormais, le corsage n'est plus cousu à la jupe, mais on coud ensemble de longs pans de tissu allant de l'épaule à l'ourlet, que l'on ajuste ensuite à la taille et à la poitrine. La silhouette s'en trouve visuellement affinée. Plus tard, il se risquera à raccourcir les robes à mi-mollet. Portées avec des bottines, elles sont plus confortables pour se promener en bord de mer ou par temps pluvieux. Enfin, principalement à destination de sa clientèle internationale, souvent en voyage, Vort crée des robes aux corsages amovibles et interchangeables qui permettent de transformer facilement une robe d'après-midi en robe du soir. L'année 1870 débute pour Vort sous de bons auspices. En février, il organise rue de la Paix le premier défilé de l'histoire de la couture. Mais quelques mois plus tard, la chute du régime impérial
Le départ de Boberg, qui décide de rentrer en Suède, puis la guerre, suspendent pour un temps l'activité de la maison qui tourne au ralenti. Vogt, désormais seul à son compte, tient bon, et bientôt les affaires reprennent. À la date du 15 janvier 1872, Edmond de Goncourt note dans son journal: Ces jours-ci, trouvant dans la rue de la Paix un encombrement de voitures de maître tout semblable à celui d'une première au théâtre français, je me demandais quel était le grand personnage qui avait sa porte assiégée par tant de monde, quand, levant les yeux, au-dessus d'une porte cochère, je lus « Vogt ». Paris n'a pas changé. À ce moment, le chiffre d'affaires annuel de la maison avoisine les 8 millions de francs, soit 22 millions d'euros. Et elle emploie près de 1000 personnes, couturières, commis et demoiselles de magasin. En 1873, ses deux fils rejoignent Charles Frédéric dans l'entreprise qui gagne encore en rayonnement. Et la clientèle internationale, le plus souvent anglophone et très fortunée, se fait de plus en plus nombreuse. Gaston témoignera ainsi auprès du ministère du Commerce. En vérité, les industries de la confection sont les plus gros consommateurs de nos étoffes. Bien mieux, ce sont elles qui inspirent nos fabricants, en créant les courants généraux de la mode, en inventant des formes nouvelles, en faisant circuler dans l'industrie la variété et la vie. Toutes modestes qu'elles semblent être à l'observateur distrait, ce sont elles qui répandent au dehors le goût français, les habitudes françaises. Elles attirent chez nous une multitude d'étrangers qui deviennent pour la France, à leur retour dans leur pays, les meilleurs et les plus actifs agents d'influence. En parallèle, Vogt diversifie ses créations. Il exécute des costumes de scène pour les plus grandes artistes de son temps, dont Sarah Bernhardt, et conçoit des robes de mariée ainsi que des déshabillés, c'est-à-dire des chemises de nuit. Le créateur est un bourreau de travail, malgré une santé fragile. En 1874, la revue de mode et Harper's Bazaar lui consacre un article, ce qui en dit long sur sa notoriété. Il travaille beaucoup, il se rend à son travail à cheval depuis Suresnes pour 9 heures et ne quitte la rue de la Paix que vers 11 heures, car il doit surveiller le travail des ateliers spécialisés des corsages, des jupons, des décors, dans lesquels travaillent environ 1000 personnes. Il fait les nouveaux modèles en mousseline, puis il juge de l'effet. Infatigable, il peut démonter une robe finie qui ne lui plaît pas. En mars 1895, à la mort du couturier, la maison Vogt totalisait un chiffre d'affaires annuel de 20 millions de francs, soit 58 millions d'euros, et employait plus de 1200 personnes. Sous la houlette de Gaston et Jean-Philippe Vogt, les deux fils de Charles Frédéric, elle gagnera encore en renom, portant la réputation de la haute couture sur tous les continents. Restant une affaire familiale durant 4 générations, la maison traversera les 2 guerres mondiales, élargira sa production en créant des parfums et ne cessera ses activités de haute couture qu'en 1956, soit presque un siècle après sa fondation par un Anglais à Paris, M. Vogt. Vous venez d'écouter un podcast de Napoléonica, la marque scientifique de la Fondation Napoléon, écrit et raconté par Marie-Pierre et François Ray, réalisation Victor, enregistré à la Cave Studio à Versailles. Musique Ludwig van Beethoven et Alexandre Korchia. Retrouvez des compléments historiques et tout ce que vous voudriez savoir sur l'histoire des 2 empires sur le site www.napoleon.org de la Fondation Napoléon.